Bienvenue dans Lundi Soir. Donc, on est très heureux de recevoir aujourd'hui Robert Guédiguian, dont le dernier film, donc La Pie voleuse, vient de sortir. Là, c'était mercredi, le 29, il y a 2 jours, au cinéma. Donc, c'est votre 24e film. Qui signe un retour dans le quartier de l'Estaque qu'on avait un petit peu quitté dans les 3 précédents. Et donc, très brièvement, c'est l'histoire d'une aide à domicile absolument bienveillante et généreuse avec les personnes dont elle s'occupe, mais qui, en parallèle, leur vole un petit billet ou un petit chèque par-ci par-là pour son quotidien, pour manger parfois des huîtres toute seule au bord de la mer en écoutant de la musique, et surtout pour aider son petit-fils à poursuivre son rêve de devenir un grand pianiste en aidant à lui louer un piano, etc. etc. Et donc vous retournez donc à l'Estaque avec Ariane Ascaride, Gérard Mélange, Jean-Pierre Daroussin. Il y a une question qu'on a dû beaucoup vous poser sur la question de ce retour à l'Estaque, ce qu'il signifie, etc. Moi, j'avais beaucoup de questions, notamment sur le motif de la répétition. Mais peut-être, il y a quelque temps, vous disiez à propos de vos films que c'était des petits essais politiques. Et là, c'est aussi beaucoup un conte, une fable, etc. Et donc, peut-être, est-ce que... Comment est-ce que vous décririez ce film, au-delà de ce qu'il raconte ? Comment vous décririez ce film, au-delà de ce qu'il raconte ? Et cette question de la narration, comment est-ce qu'elle se pose ? C'est vrai que il y a une idée, effectivement, entre guillemets politique d'ailleurs, peut-être plus anthropologique ou historique derrière ce film-là. C'est-à-dire que je voulais insister dans ce film sur les relations entre les gens au niveau le plus bas, en fait, au niveau du sol, du sol SOL, disait Brodel, en parlant de la Méditerranée, toujours. J'ai jamais oublié ça, j'ai suivi ses cours un petit peu en arrivant à Paris, à l'école pratique des hautes études, en sciences sociales. Et c'est vrai que il disait toujours, tant que le niveau du sol existe, donc tant qu'il existe une société, dans la société, mais qui est hors l'histoire, en fait, qui est hors l'histoire donc des pouvoirs publics, l'histoire des institutions, l'histoire de l'Europe, l'histoire de la guerre en Ukraine, que sais-je, en fait, de tous les conflits internationaux, l'histoire de la mondialisation, voilà. Mais tant que, au niveau le plus petit, le plus minuscule, le plus villageois, existe des relations entre les gens, on n'est pas dans le pire. Voilà. Il disait souvent ça, d'ailleurs, en parlant de l'Italie, avec toutes les possibilités de l'Italie, et il faut le dire comme ça, d'ailleurs, avec le travail au noir, par exemple. Sur le travail au noir, il ne faut jamais oublier que, évidemment, c'est grave pour les retraites, pour la sécurité sociale, quand un ouvrier est malade, enfin, bien entendu. Donc je ne fais pas l'apologie du travail au noir. Mais le travail au noir, c'est une entraide dingue, la plupart du temps, entre les gens. On a un volet qui ne fonctionne pas, on va chercher un voisin qui habite à 50 mètres, on sait qu'il est au chaume du, et il va venir vous refaire votre volet. Il est peintre, en fait, d'ailleurs, il va faire ça très bien, on lui file une pièce, enfin, voilà. Ça, c'est quand même c'est des solutions aussi, hein, parfois, dans des moments de crise, de chômage grave, etc. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je voulais effectivement dire, les gars, tant que, hors l'histoire, tant que des choses existent, justement, là, c'est quelqu'un qui pique un peu, mais pas beaucoup, juste ce qu'il lui faut. Elle dit, je vais voler 10 euros, pas 20, non, peut-être 15, elle hésite, elle change le billet carrément, pour pas léser surtout la personne qu'elle vole, en fait. Donc elle fabrique une entraide qui n'existe pas de fait dans les institutions. La société ne le fait pas. Donc elle le fait. Évidemment, elle est un peu fêlée. Elle n'est pas une anarchiste consciente. Elle ne fait surtout pas ça d'un point de vue politique. Elle fait ça parce qu'elle a un petit gré de folie, mais agréable, sympathique. Et effectivement, elle aime beaucoup la musique. Et elle le fait aussi parce que je crois que c'est une des choses du film qui m'importe beaucoup. Elle le fait aussi pour se payer des petits plaisirs. Voilà, elle adore les huîtres. Bon, 6 huîtres, c'est pas si cher que ça, mais bon. Et elle adore la musique classique, en particulier le piano. Donc, son petit-fils fait du piano.
Et donc, quand même, là, le vol, pas tout à fait par nécessité. Ça dépend de ce qu'on appelle une nécessité aussi. C'est-à-dire que moi, je renvoie aussi là la question sur évidemment, sur les minimums sociaux, les RSA, en fait, les minimums vieillesse, toutes ces aides-là, qui tiennent quand même absolument pas compte de la possibilité du plaisir, en fait, dans le financement qu'elles octroient aux gens les plus pauvres, en fait, les plus défavorisés. C'est toujours, oui, comme je dis souvent, on compte le nombre de protéines nécessaires pour survivre, l'espace dans lequel, minimum, l'espace vital, pour utiliser un mot horrible, mais on ne compte jamais la promenade du dimanche, le fait de pouvoir prendre un train pour aller un petit peu plus loin, se balader. Je ne parle pas d'aller dans les Antilles, ou dans des îles lointaines, mais de faire un petit voyage, faire un cadeau à sa famille, aller au cinéma, une fois de temps en temps. Ça, on ne tient pas compte de ça. Donc évidemment, on fait des minimums qui sont à 500, 600 euros par mois, 700, je ne sais plus quoi, le minimum vieillesse, ma mère, je crois, mais elle est décédée il y a 2 ans, ça a dû un peu augmenter depuis, mais elle était à 720 euros par mois. Bon, évidemment, avec ça, on ne va pas très loin. Donc elle pique aussi, avec ça, ça n'achète pas 6 huîtres. Donc elle vole aussi pour s'acheter 6 huîtres. Mais moi, je suis obligé de dire qu'elle y a droit. Alors il y a des gens, mais c'est des crétins, qui commencent d'ailleurs à me dire sur les réseaux sociaux que je fais une apologie du vol des vieux. Enfin, évidemment, le film ne dit absolument pas ça. Évidemment, c'est une métaphore. Et cette fille-là, elle est adorable. Elle a fait des heures sup, elle va travailler la nuit chez les vieux. Enfin, elle est admirable. C'est pas une voleuse au sens. C'est pas une voleuse qui agresse des gens pour leur piquer leur sac à main, leur arracher le collier, qui les traîne par terre. Enfin, bon, on n'est pas là-dedans, bien sûr. Et je ne fais pas l'apologie du vol au sens strict. Je le fais de manière effectivement métaphorique. C'est un film, voilà, ça s'appelle un film. Mais d'ailleurs, vous lui faites dire à un moment donné que vivre sans voyager, vivre sans une certaine forme de luxe, c'est de la torture. Et ça, c'est un moment qui est assez... parce que, justement, il y a un contraste entre ce qui peut apparaître comme superflu et cette expression de dire, en fait, vivre sans ça, c'est de la torture. Oui. Et donc, et en même temps, est-ce que par exemple ça pour vous c'est un propos politique? Parce que vous dites qu'elle ne le fait pas du tout d'un point de vue politique, mais... Non, mais quand même, ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas, elle l'a fait sans le savoir. C'est-à-dire que là, très précisément, par exemple, c'est vrai, c'est dire quand même et constater que la richesse est sous nos yeux en permanence, ce qui n'était pas le cas probablement dans des sociétés intérieures. On ne savait pas comment vivaient les riches dans leurs châteaux, dans leurs grandes usines du Nord, enfin dans leurs propriétés privées, etc. Bon, on n'avait pas conscience de ça aujourd'hui, et effectivement, surtout grâce ou à cause en fait, de la télévision, d'ailleurs aujourd'hui, depuis les années 60-70, on sait comment ils vivent, on voit à la télévision des yachts, des très belles voitures, des gens qui mangent du foie gras et du caviar, enfin voilà, donc qui boivent du champagne, enfin, je veux dire, moi, jamais, quand j'étais gosse, on aurait eu l'idée de boire du champagne ou de bouffer du foie gras à Noël, quoi. C'était impensable, c'était dans un autre monde. On connaissait vaguement le nom du foie gras, quoi. On ne savait pas trop ce que c'était. Et pourtant, c'était à Marseille, j'étais pas au fin fond de l'Ouzbékistan, hein, je veux dire, bon, c'était à Marseille, en France, c'est un pays occidental, dans une grande ville. Et donc, il y a je trouve qu'il y a un sentiment énorme depuis plusieurs décennies de frustration quoi, par rapport à ça. De frustration et de pour le dire comme ça, je dirais de faux besoins, en fait, de choses qui sont... Parce que, bien entendu, que je considère qu'on n'est pas obligé de manger du foie gras. Mais on nous le propose, quoi. C'est-à-dire, presque on nous l'impose, en fait. Donc c'est cher, donc il faut en acheter. Et putain, des gens font du crédit pour manger du foie gras à Noël. Un crédit à la consommation. Ce qui est absurde. Enfin, en plus, ils s'attachent les poignets, les pieds, ils se ligotent. Parce qu'ils ne pourront plus rien faire, parce qu'ils auront un crédit. Donc, je sais pas. S'ils ont un crédit, ils ne feront pas grève. Parce que bon, ça va les emmerder encore plus de perdre une journée de salaire. Fait, etc., etc. C'est une espèce de cercle vicieux, pour le coup, très très vicieux. Mais là, en même temps, on le présente un peu négativement, alors que plutôt dans le film, cette espèce de surplus, de luxe, ça permet de vivre plutôt que de survivre. Et on a l'impression qu'il y a deux personnages, le mari et la femme qui vole ce petit surplus, mais c'est pour elle, mais c'est pas pour sa survie, c'est autre chose, c'est un degré supérieur, c'est ses huîtres ou autre chose
pour son petit-fils. Et inversement, le mari, pareil, il y a une espèce de surplus, parce qu'il joue au hasard, enfin, il perd de l'argent, il sacrifie, il dépense pour un luxe négatif, qui est de perdre de l'argent, tandis que l'autre, pour un luxe plus, une sorte de rêve. Est-ce que c'est pas ça l'élément politique en un sens, qui est de vivre, c'est pas survivre, c'est vivre un peu au-delà de la question de la survie, que ce soit même au niveau de sacrifier dans le jeu ou dans le luxe. Bien sûr. Bien sûr, oui, je suis d'accord, je disais ça en général, ce qui ne veut pas dire que... Là, le cas est très particulier, c'est quelqu'un qui dit... C'est pas un besoin de masse, en fait. C'est elle qui dit, moi j'aime bien les huîtres. Il y a des gens qui n'aiment pas les huîtres, ou qui ne mangent jamais de coquillage. Bon. C'est associé à ça. Enfin, c'est pas du foie gras, les huîtres, mais voilà. c'est associé tout de même... Oui, un petit surplus oui, c'est pas n'importe quel plaisir qu'elle s'autorise. Bien sûr, mais ce que comme le piano d'ailleurs. Voilà. Pourquoi le piano, Donc il y a une sorte de désir de s'approprier les désirs des classes supérieures. Il y a des très belles choses. Voilà, des très belles choses qui sont... Bon, la musique, c'est très beau, c'est bon. C'est vrai que... je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça doit être... Et dans la diffusion de la musique et dans l'apprentissage, ça doit être un bien commun. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très difficile de jouer du piano. Le piano lui-même est un instrument, dire, lourd en termes de poids. Il faut le porter, il faut le transporter, il faut le louer, il faut que ça entre dans un appartement, etc. Bon. Donc ça incarne, c'est un peu l'incarnation d'une chose inaccessible. Évidemment, un livre, un violon, bon. J'ai dit, un instrument peut-être le plus populaire, c'est la guitare, c'est pas le piano. Voilà, bon. Peut-être c'est moins cher, ça se transporte facilement, etc. Ou la flûte, ou l'harmonica. Et j'ai une question sur le piano, parce qu'en voyant le film, ça m'a fait penser à un autre film, Une ville tranquille, où il y a ce piano qui arrive à la fin. Mais j'ai un truc avec le piano. Oui, et c'est un motif, en fait, c'est une récurrence de travail. Mais en même temps, dans Une ville tranquille, j'ai l'impression que ça se passe pas exactement au même endroit, avec un quartier plus populaire, les tours, etc. Mais en même temps, c'est un peu la même atmosphère. Et ce qui est dans votre film actuel, La Pivoleuse, le piano, c'est central, quoi. C'est le nœud de l'intrigue, en quelque sorte. Tandis que dans l'autre, c'est quelque chose qu'on voit au début, et puis qui arrive à la fin, et qui se joue en parallèle à l'histoire assez tragique, où la fille qui se drogue, etc. Oui, c'est même la seule chose positive du film, dans La ville tranquille. Et dans la ville, exactement, dans Une ville tranquille, ce qui nous rend heureux, c'est ce moment de piano à la fin, dans le quartier géorgien, où tous les gens survivent. Arménien. Bon. Ah oui, sûrement arménien, mais il me semble. J'aime bien la Géorgie. Mais je sais pas pourquoi j'avais vu. J'avais l'impression qu'il avait dit. Non, mais c'est assez juste. Donc, il écrit sur son petit panneau. Là, je viens de Géorgie. Voilà, je suis un Arménien de Géorgie. Oui, voilà, mais arménien, bien sûr, exactement. Oui, excuse-moi. Je vous pardonne. et en fait, au-delà. Bref. Là, ce qui est marrant, c'est que c'est parallèle. C'est deux intrigues qui continuent en parallèle et qui ne vont pas se croiser. Pas forcément. Alors que dans La Pivoleuse, c'est le nœud. C'est le nœud qui noue les désirs de chacun, qui articule les rencontres amoureuses, comment vous rendriez compte de ça? Le fait que, d'un côté, il y a un drame qui se joue, terrible, tragique, dans la ville tranquille, et qui, en parallèle, laisse place à un autre. Et là, c'est le nœud. C'est pas lié au motif, c'est pas lié au piano, en fait. C'est vraiment lié à la construction du scénario, qui est très, très différente que le récit de La ville est tranquille est un récit complètement éclaté avec des personnages. Justement, le film dit que tous ces personnages qui pourraient ne pas se rencontrer ont quand même un espace commun, voilà, qui est la ville, mais qui là, au contraire, métaphoriquement, est le monde, en fait. C'est bon. Tandis que là, on est sur une histoire plus localisée, précise, et où tout s'articule autour du piano. Donc c'est une construction de scénario différente. Ceci dit que le piano soit... Par contre, le piano, dans la représentation dont on vient de parler, c'est comme représentation d'une culture classique, etc., reste pour moi une chose... Ça par contre, c'est une figure à laquelle je tiens, qui est personnelle. J'ai ce sentiment-là par rapport au piano. Peut-être parce que d'ailleurs, je n'ai pas pu... Je trouve mes parents qui étaient ouvriers, mais qui, dans tous les cas, du point de vue comme je dis souvent, de la santé et de l'éducation, ne m'ont jamais privé de rien. Donc,
il flambait, quoi, sur ces questions-là, voilà. Et je voulais faire du piano, ils n'ont pas pu. C'est la seule chose que mes parents n'ont pas pu me payer. Peut-être quelque chose qui a à voir avec ça. C'est un peu un secret, c'est alors la psychanalyse. Mais bon. Et c'est vrai, je me souviens, je voulais faire du piano, et puis bon, voilà. Ma mère un jour m'a dit, la mort dans l'âme d'ailleurs, elle était très triste. Elle m'a dit, on ne peut pas y arriver, quoi. Il fallait aller au centre-ville, se déplacer. Il fallait non seulement payer le piano, mais c'était même compliqué en termes de transport. Après le lycée, aller prendre des cours de piano, je ne sais pas où. Bon, c'était très compliqué. Et juste une petite remarque, et après je laisse. Mais il y a une scène que j'ai bien aimée, qui est en 30 secondes, mais c'est le moment où la maman apprend ce qui se passe, je spoil rien, et elle prend la partition de piano pendant que le petit joue, elle la jette à côté, et le petit enfant, il se lève sans trop rien dire, il va chercher la partition, il la remet, et il se remet à jouer au piano, ouais. Et il a l'air... il s'en fiche. Bon, mais moi j'ai un truc à faire. Absolument. Lui, il continue à bosser son piano. Même il avait les yeux au ciel, il disait, mais qu'est-ce qu'elle a, quoi. Les problèmes des grands. C'est un coup de fille, c'est un problème d'adulte. Je ne sais pas pourquoi le prince de partition. En fait, il est hors de tout ça. Ouais, je trouve ça très. J'aime bien, quoi. C'est drôle. C'est une idée qu'on a. Ça, c'est des idées qu'on a quand on tourne. En fait, c'est pas dans l'écriture forcément. Je ne sais pas forcément des phrases écrites. Mais au tournage, comme ça, je dis, tiens, c'est joli si on fait ça, ou drôle, ou ironique. Et voilà. En parlant de ces motifs, donc vous avez ce motif du piano, mais de manière générale, le motif du vol, vous disiez qu'on vous repoussait vers l'apologie du vol, etc. Mais c'est quand même un motif, mais le vol à la Robin des Bois, en fait, c'est un motif qui revient beaucoup dans vos films, du braquage d'une banque à des plus petits vols. Et même ici dans La Pivoleuse, quelque chose qui se joue à plusieurs échelles, où ça commence quand même par cette scène inaugurale d'un braquage qui rate, et qui un peu de manière assez grotesque, quoi. Mais il n'y a pas de vol collectif au profit de la communauté. Ça reste un film de l'intérieur, de la clôture, de la famille, des petits espaces, etc. Et c'est un petit peu aussi son ambivalence, parce que c'est pas du tout une histoire de rébellion sociale, et c'est ce que vous disiez aussi, qu'elle ne pense pas politiquement ce qu'elle fait. Comme si finalement tout ce qui restait, tout ce qui était désormais possible, c'était ces gestes-là. Et donc, ma question ce serait, est-ce que c'est une manière de ressaisir quelque chose comme ce que vous appelez des moments communistes, y compris au sein de la sphère intime, ou est-ce que l'optimisme apparent du film cache une certaine forme de pessimisme quant au fait que finalement, il ne reste plus que ça. Mais c'est exactement ça, en fait. Bravo. Je suis très pessimiste, hein, bien entendu. Ouais. Mais je dis bien entendu. Mais c'est vrai que je suis volontariste aussi, donc je suis enfin, c'est la formule célèbre de, je ne sais pas si c'est de Gramsci, si Gramsci l'a reprise en Romain Rolland, enfin, qu'on a entendu 100 fois, mais que je trouve effectivement tout à fait remarquable. Il faut allier au pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc je suis très volontaire, je suis combatif, voilà. Je ne me complais pas dans mon pessimisme. Voilà, on pourrait dire ça comme ça à l'envers. Voilà. Donc je me bats contre mon propre pessimisme. En fait, et le film aussi se bat contre ça. Hein, je veux dire, puisque, bien sûr, j'imagine que, au fond, pour moi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand Maria dit je leur aurais demandé, ils me l'auraient donné. Voilà. C'est ça. C'est là où j'ai une forme de pessimisme. Parce que, dans un monde idéal, en fait, bien sûr. Peut-être d'ailleurs à l'Estac, quand j'étais gosse, on aurait su que le petit voisin jouait du piano, et on aurait peut-être donné un peu d'argent à cette femme pour qu'elle paye les cours de piano, sans qu'elle le demande, quoi, par une espèce d'attention générale à ce gamin qui jouait du piano. Moi je sais que quand j'étais gosse, en fait, par exemple, tout le quartier aimait que soit quelques-uns, 5 ou 6 là, à faire des études, quoi, par exemple. Voilà. Ils trouvaient ça très bien. Oui, ils auraient pu payer pour ça. Hein. Ils auraient pu donner un peu d'argent. On aurait fait une collecte pour que j'aille à l'université, je ne sais pas où. Mais ça, les gens auraient filé de l'argent, quoi. Ça, c'est une démarche collective de solidarité, de classe. Hein. Oui. Mais dans le film, quand elle demande à ce couple de bourgeois, elle leur explique qu'elle est dans la difficulté et qu'elle elle est devant le placard avec la vaisselle, voilà.
Et non. Non, il y a un refus clair. Bien sûr. Il y a un refus clair. C'est dans la complexité, c'est-à-dire qu'elle ne leur demande pas 10 euros. Je crois qu'ils auraient donné 10 euros. Elle leur demande de vendre par avance des choses qui pourraient l'aider. C'est dans un moment où d'ailleurs elle est de plus en plus désespérée. Des choses qui ne leur servent à rien. Elle sait que ça ne va pas, qui ne leur servent pas. Et l'histoire est très particulière, parce que le monsieur dit, bon, c'est un peu particulier. Ma femme qui a, bon, que j'aime depuis toujours, qui m'aime pas. Il y a une sorte de fétiche là-dessus. Voilà, je peux pas. Parce qu'il dit même, dès que ma femme mourra, je vous les donnerai. Donc il est prêt à les donner aussi. Donc c'est pour une raison là très personnelle et très intime qu'il n'autorise pas la vente en fait, de ce trousseau, comme on disait avant, de ce trousseau du mariage. Bon. Et on la voit d'ailleurs attendre devant la pâtisserie à la fin. Et moi je me demandais si finalement son amant imaginaire allait pas sortir du... Non mais... moi, c'est ce qu'on... Mais ça c'est marrant parce que c'est effectivement, genre on sait qu'elle délire, enfin on s'en doute bien. Et puis quand même à la fin on est là, ah non mais attends, est-ce qu'il va nous faire venir le André? Est-ce que ce fameux André de la personne... J'aime beaucoup le plat. Là. Il y a aussi des hasards. Parfois, je trouve très beau parce que le bus qui passe derrière elle, en fait, le tramway, à ce moment-là, toutes les vitres sont noires. En fait, ça donne... C'est un plan très étrange. Il y a son visage, elle est très blonde, des yeux clairs. C'est une belle femme, très âgée mais très belle. Et qui, effectivement, a ce fond noir derrière elle, on dirait déjà un linceul. En fait, ça, c'est un hasard. C'est un hasard du tournage. Et, oui, à propos justement de ces plans comme ça qui viennent s'interposer, j'avais aussi une question parce qu'on vous dépeint beaucoup comme un cinéaste engagé que vous êtes, et il y a une place très importante du dialogue, de la narration dans vos films. C'est des films qui sont écrits, même là on le voit, cette scène à la fin où Daroussin récite le poème de Victor Hugo, il y a la parole a une place très importante, mais justement, j'aurais une question sur ce qui concerne les moments de silence, de non-dialogue, les moments de transition entre les plans. Ça, c'est un ami à moi qui m'avait dit de vous poser cette question sur votre rapport au plan de transition, au dispositif que vous reprendriez de Ozu, qui intercale entre des scènes, des plans dépourvus de figures humaines, etc. Il y a cette importance, on a parlé du rôle des intérieurs dans vos films, dans ce film spécifiquement où il y a des intérieurs clos, les intérieurs bourgeois, mais il y a toujours le dehors, il y a aussi donc parfois des plans presque abstraits qui s'intercalent, et donc comment est-ce que qu'est-ce que vous auriez à en dire, et comment est-ce que ça s'articule à cette importance très forte du dialogue, de la narration, de scénarios qui sont très écrits, particulièrement ici où c'est vraiment un conte, une fable, etc. Pour reprendre alors Ozu, mais ça c'est vrai que c'est un de mes cinéastes de chevet, mais bon. Mais Ozu appelait ça des plans oreillers, parce qu'il disait que parfois il fallait se reposer en fait de la narration, pour tout simplement avoir un petit temps comme ça où on réanalysait ce qu'on venait de voir pour redémarrer effectivement dans la narration. Donc une pause, voilà. Pour ça, tous des plans oreillers avec ironie, mais il faut se reposer un petit peu. C'est un peu ça, je crois que justement parfois la narration avance, et on cherche tous à ce qu'elle avance vite d'ailleurs, tous les cinéastes. Mais on a besoin aussi de faire le point sur le récit auquel qu'on est en train d'écouter, sur l'histoire qu'on est en train de nous raconter parfois, parce que si elle est complexe, si elle est riche, et puis même par rapport à une certaine longueur du film, notre capacité d'attention est limitée, quoi. Donc il y a de ces choses. Alors il faut essayer de faire en sorte que ça ait un peu de sens quand même, bien sûr. Bon, donc ces plans-là, si c'est le train qui passe, le train effectivement a toujours fait partie du paysage à Marseille, à l'Estac. Il relie d'ailleurs de manière sonore les différents lieux, puisqu'on entend le train dans des endroits. On voit bien que quand elle sort d'avoir fait, quand elle quitte Daroussin, elle a fait le ménage chez lui, elle rentre chez elle, c'est le même train qui continue. Bon, ce qui quand même, on dit que la proximité des lieux, c'est un film qui est centré sur le village, donc le sol les réunit, évidemment la vue sur la mer les réunit, donc c'est des plans et sonores et visuels qui doivent quand même servir à quelque chose en fait, mais qui ne sont pas dans l'ordre de la narration.
Moi, je crois que mon passage préféré du film, en fait, non, pour préciser, quand on est sorti du film, parce qu'on n'est pas tous allés le voir ensemble, on allait voir, et donc on a une espèce de petit groupe sur lequel on s'est mis un peu nos impressions, et on a tous eu une espèce de flash. C'est qu'il y a quelques temps, on a interviewé Jacques Rancière, qui a écrit un petit bouquin sur Tchekhov, voilà. Et en fait, on est sorti, c'est moi le premier qui dit, je dis ah putain, ça m'a trop fait penser au Tchekhov de Rancière, etc. Et je trouve que voilà, Rancière, on voit bien ce qu'il tente, c'est qu'il essaye de penser le communisme pas à partir des superstructures, etc. Bon, comme ça a été fait de manière dominante, mais depuis un peu l'intérieur des vies humaines. Enfin, je sais pas si vous avez lu Tchekhov. Oui. Ouais, bon, voilà, parfait. Et moi, je trouve que la phrase je l'ai notée pendant la séance, la phrase que je trouve la plus puissante là-dessus, c'est en gros au moment où Daroussin dit à la fait son aveu d'amour à Maria. Fait son aveu d'amour à Maria. Et alors là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On sent qu'il est sincère parce qu'on sent bien qu'elle a une espèce de générosité, de bienveillance absolue qui est absolument aimable par définition. Et donc on ne sait pas trop si elle va l'envoyer chier parce que c'est le bourgeois de machin. Et elle prend, enfin moi ça m'a pris à contre-pied, elle dit, donc elle lui répond pas oui ou non, elle lui répond, j'ai pas envie de penser à ce que ma vie n'a pas été, c'est trop dur. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était une espèce de nœud. Je crois que c'était mon passage préféré du film. C'est pas mal, je trouve. Je suis assez content moi aussi de ce texte-là, de ce dialogue-là. Bon, non seulement, il y a évidemment le travail de Rancière sur Tchekhov, je l'ai acheté tout de suite, ce livre-là, mais je l'ai acheté d'autant plus tout de suite que Tchekhov, c'est peut-être mon auteur préféré, en fait. Oui, peut-être on peut dire ça. C'est toujours difficile de dire un seul auteur, quoi. Enfin, en tout cas, auteur de théâtre, dramaturge, en fait, auteur de narration dialoguée, enfin, je ne sais pas comment le dire. Et Rancière parle plutôt des nouvelles, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est miraculeux, Tchekhov, quoi, parce que j'allais presque dire il n'y a que des phrases ou des dialogues comme celui qu'on vient de décrire. Moi j'arrive péniblement à écrire deux dialogues comme ça, mais bon, je rêve d'écrire un film entier qui est la puissance de la Cerisée, de Clovagna, de la Mouette, enfin voilà, donc c'est vrai que comment raconter une vie entière en deux phrases, du dialogue d'ailleurs, c'est pas une phrase écrite qui décrit quelque chose, c'est donc du dialogue. Tchekhov c'est merveilleusement le faire, et moi je m'y essaie en permanence. Mais c'est dur. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui vous relie avec Rancière, dans une espèce de ligne continue, c'est la question du communisme, mais aussi de comment on appréhende cette question du communisme, parce que j'ai l'impression que depuis depuis le plus ou moins premier film, il y a une ligne qui va vers ok, on part de la lutte des classes, on part de puis en fait non, lentement on va de plus en plus sur non mais les amours, les affects, le luxe, la capacité de vivre quelque chose, etc., qui est très présent chez Rancière. Enfin, il commence avec Althusser et puis il écrit La nuit des prolétaires où, non, mais les prolétaires, c'est un prolétaire certes, mais c'est pas l'ouvrier qui fait l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui le soir va faire de la poésie, lire Enfin, et j'ai l'impression que vous êtes très liés, et dans la représentation, en tout cas, de la lutte des classes et du monde ouvrier et du communisme, et à votre sens, qu'est-ce que ça signifie de ce processus qui va des années 80 à aujourd'hui, qui fait que progressivement on aboutit à la pie voleuse, où même voler n'est plus vraiment dans un antagonisme de classe, et se concentre sur la vie et la possibilité d'un moment de solidarité même entre les classes, puisque ça finit quand même par je ne veux pas spoiler, mais vous avez trouvé votre mécène, enfin il y a ce mot qui est prononcé, et comme si du coup là où il fallait s'arrêter, c'était ça, il n'y avait plus cette lutte, parce qu'on ne cherche pas un mécène quand on lutte dans les classes. Donc qu'est-ce que c'est que ce long devenir depuis le dernier été? Voilà, c'est le dernier été du quartier. Voilà. Oui, c'est le dernier été du quartier, ouais. Non, en fait, d'ailleurs on a des, je sais pas, mais on a à peu près le même âge avec Rancière, peut-être quelques années de plus, mais donc effectivement je connaissais Rancière déjà quand il travaillait avec Althusser. Il est plus âgé que vous, à lire Le Capital, oui, il est plus âgé. Il était, je lire Le Capital, moi, mais je l'ai lu dans ces années-là. Avant de faire le dernier été, j'avais lu Althusser, donc déjà.
et rancière, donc, et Balibar, et etc. Donc c'est pas, à la fois c'est pas surprenant, enfin une enquête urbaine absolument différent, bien entendu, la philosophie, le cinéma, mais c'est pas, je trouve ça assez cohérent en fait qu'on ait changé de cette manière-là. C'est-à-dire que c'était déjà à ce moment-là la fin d'une alternative comment dire, générale et presque donc d'une fin de l'histoire. À ce moment-là, on pensait quand même que face au capitalisme, il y avait un mode de production socialiste, une formation sociale de type socialiste qui allait tout arranger. Voilà, une autre manière de vivre, une autre manière de penser, etc., etc. Ça, je crois que c'est ce changement-là qui fait que on s'est mis à chercher quand même du combat et du compromis. Compromis en espagnol, ça veut dire engagé. Donc le compromis, donc de l'engagement tous les jours, partout, à tous les niveaux. Donc bien sûr au niveau de la parole, de l'apprentissage, de l'éducation, du piano, je sais la musique, de l'action sociale aussi bien sûr, du syndicat, on s'est mis à appréhender les choses pour arriver à mener des combats sans avoir une solution ferme et définitive, en main, quoi, en poche. On avait une solution. Pour moi, c'était très simple. On nationalisait tout et c'était réglé. Et tout allait bien. Voilà. Tout était arrangé. J'ai pensé ça, j'étais petit. Avec 14 ans, 15 ans, je pensais ça. Donc c'était une évidence. Tous les combats devaient tendre dans ça et tout ça. Évidemment, quand tout ça, c'est... Avec, c'est vrai quand même si on était déjà très critique, d'ailleurs après 68, moi je suis rentré en communisme après les événements de Prague que je contestais. Donc j'étais dans la contestation évidemment de tout ce qui était contestation. Ceci qui a toujours été relative, qui était une contestation. Pourtant vous étiez au Parti communiste? Oui, au Parti communiste. Le Parti communiste alors à l'époque, a condamné l'intervention. Non, ils ont condamné l'intervention en Tchécoslovaquie. Officiellement, le bureau politique. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah d'accord. C'est notre cas de discussion avec des camarades au lycée, parce que moi j'ai à peu près votre âge, et des camarades de lycée communistes qui étaient... Ils n'étaient pas d'accord là-dessus, avec leur direction. Ah ouais, d'accord, ok. Après, les raisons, les motifs, etc., peu importe, mais ils étaient contre l'intervention, oui, officiellement. Je me trouve très bien de la page de Lubin, même. D'accord. C'est un peu comme dans le film, d'ailleurs, de Moretti récemment, que j'ai adoré, où effectivement, ils disent ils vont condamner Budapest ou pas, le Parti communiste italien, cette fois. Bon. Le Parti communiste français n'avait pas condamné Budapest, par contre, du tout. Et le Parti communiste italien, oui. Le Parti communiste italien a toujours été... Enfin, il s'est réformé plus vite, on va dire. Et il est arrivé au même résultat, ceci dit. C'est-à-dire à l'échec total. Alors qu'il était quand même... Plutôt hyper puissant. Ouais. C'était quand même très très fort, les Italiens. C'est autodissous. Voilà. Mais par exemple, si vous voulez, moi, dans le Parti communiste français, j'étais plutôt du côté des Italiens, parce qu'ils étaient beaucoup plus ouverts. Donc j'étais un Italien. On disait d'ailleurs la ligne italienne ou la ligne française. J'étais plutôt la ligne italienne. Voilà. En plus que j'ai un faible pour l'Italie depuis toujours, mais bon, ça peu importe. Je ne vais pas faire d'éducation, sinon on va rester 2 heures, et le temps presse quand même si on a un peu de temps, mais... Donc, voilà ce qui je crois, c'est ce rapport à Rancière. Rancière, effectivement, c'est passionnant, mais il s'est mis effectivement à travailler et à chercher de nouvelles manières d'être prolétaire, d'être dans l'opposition, de raconter des histoires, etc., etc., avec, en étant très attentif aux choses, et surtout en ne les hiérarchisant pas, ce qui est quand même très très intéressant et ce qui est très très révolutionnaire, en fait, je crois. C'est-à-dire sans privilégier Oui, pourquoi je dis que c'est révolutionnaire d'ailleurs? Je dis que c'est révolutionnaire parce que la bourgeoisie est de plus en plus séparatiste. C'est eux les séparatistes aujourd'hui, c'est Oudéa Castéra, c'est Guéhin, voilà. C'est d'ailleurs pas les jeunes dans les banlieues du tout. Les séparatistes, et la seule communautarisme qui existe en France, c'est le communautarisme de la bourgeoisie. Ils sont très bien tous ensemble, ils veulent surtout pas que ça bouge. Et même quand c'est des bourgeois, entre guillemets, de gauche, en fait, ils restent quand même culturellement et idéologiquement, au sens théorique du terme, ils restent quand même des bourgeois. Il y a quelque chose, il n'y a rien à faire. C'est décrottable. Et par rapport à ça, et dans la continuité de ta question, par rapport donc, à cette
question de la lutte des classes et de l'antagonisme de classe. Enfin, vous dites qu'il y a 2 choses importantes, la lutte des classes et la sexualité. Et j'aimerais revenir sur une scène en lien avec donc, cette question-là de la lutte des classes, une scène de baiser et une histoire d'amour qu'il y a dans ce film. Et dans un entretien, je sais pas, il y a quelques années, vous disiez que ça ne vous intéressait pas de filmer une histoire d'amour entre des individus qui n'appartenaient pas à la même classe sociale. Vous disiez, je crois pas que ça existe pas, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et vous disiez également que vous ne feriez pas de happy end qui supposait la réconciliation de classe. Et donc, ma question, ce serait, est-ce que là, cette histoire d'amour, est-ce que vous la décrivez comme une histoire d'amour entre 2 classes ou pas? Et du coup, si c'est pas ça qu'elle raconte, que raconte-t-elle? Et si vous voulez pas filmer la réconciliation, voilà. Non, pas du tout, ça raconte pas ça du tout. D'abord, effectivement, il n'y a pas une opposition de classe. La question à laquelle je répondais, je me souviens très bien de cette interview, c'est les Inrocks, d'ailleurs. Les Inrecuptibles, c'était est-ce qu'il peut y avoir une histoire d'amour? Parce que ça parlait d'un autre film, je crois, un film de Serrault, je sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir une histoire d'amour entre un patron et une ouvrière? Voilà, bon. Je disais oui, bien sûr que oui. Mais je ne filmerai pas ça, voilà. Parce que je n'ai pas envie de raconter ça. J'ai pas envie donc de prêcher la réconciliation, voilà. Et donc je finirai pas un film heureusement en disant bon, le patron a épousé son ouvrière, tout va bien, etc. Tout ça. Mais quand on me dit sur le papier, est-ce que c'est possible? Bien entendu que c'est possible, enfin pourquoi pas. Le désir et la relation amoureuse et affective n'est pas directement lié à une opposition de classe ou à une appartenance à la même classe, bien entendu. Et là, dans le film, il ne s'agit pas du tout de ça. Ce sont des gens, d'ailleurs, il n'y a pas des classes dans le film, je veux dire, c'est pas, il y a des petites différences au sens où, bon, le couple de gens, que ce trousseau et tout ça, bon, ils vivent au-dessus des quais quand même, ils sont bien habillés, tout ça, ils sont plus anciens, c'est des retraités aisés, bon, l'autre il est prof ou instituteur, non mais c'est pas ça une opposition de classe, soyons clairs. On le sent. Ah mais c'est pas un bourgeois, mais même s'il est prof... Oui, c'est pas un bourgeois. Bon, un prof, c'est pas un bourgeois, c'est pas un patron, c'est pas un patron non plus. Surtout pas d'ailleurs, en général, ils sont employés de l'éducation nationale, c'est un fonctionnaire. Bon, mais donc ni un prof, ni, bon, l'autre, il a une petite agence immobilière, enfin, c'est pas non plus... C'est pas ça que j'assimile à la bourgeoisie. J'allais dire, c'est presque... On n'est pas... C'est pas comme... J'ai jamais voulu nationaliser les coiffeurs, le salon de coiffure. Mais il y a quand même des gens pour rester dans l'ironie des années 70. Voilà, je sais pas, c'est pas... Il y a des gens qui n'ont pas le même niveau de vie, bien entendu. D'ailleurs, tout le monde en parle aujourd'hui, il y a des retraités qui vivent un peu mieux que leurs enfants ou que leurs petits-enfants. Ce qui est vrai, ce qui arrive aujourd'hui, mais parce que la crise a précipité des jeunes dans des situations auxquelles leurs grands-parents n'auraient pas pensé, etc. Bon, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais c'est une petite digression. Mais du coup, pour moi, dans ce film, il n'y a pas d'opposition de classe. C'est-à-dire, là, les méchants, les patrons, la classe bourgeoise, etc., je veux dire, ils sont pas dans le film, ils sont pas filmés. On suppose qu'ils sont quelque part, bien entendu. Ils sont... Mais je les filme pas, ils sont hors champ. Mais il y a le syndicat qui veut exproprier la vieille dame... Le syndic. Le syndic de l'immeuble. Le syndic de l'immeuble. Oui. Non, le syndic, pas le syndicat. Le syndic de l'immeuble, oui, mais tout ça, c'est pas des choses... Bon. D'ailleurs, le syndic, on le voit pas, ce syndic. Bon. Mais peut-être que le syndic, je sais pas, s'il a des centaines d'immeubles qu'il gère, effectivement, ça commence à ressembler à un grand patron. Oui. Mais bon, même de ça, on n'en parle pas, on ne détaille pas qui est le syndic. Et eux, c'est une petite agence qui fait... Mais le patron, cette petite agence, c'est ouais, il fait 4 mètres sur 4, l'agence. Oui. Et bon, réellement... Non, mais son modèle, c'est... Et il travaille qu'avec sa femme, je veux dire, ils sont deux à bosser dans l'agence, donc c'est pas non plus... Bon. Mais bon, c'est vrai, oui, mais non, mais les bourgeois, c'est pas des propriétaires d'usine, Non, mais je suis pas... Je ne nie pas le fait qu'il y ait une différence, en tout cas d'état d'esprit. Parce que même, bon, c'est vrai qu'au fond, il voudrait que l'entreprise grossisse, etc. C'est son modèle. Il a envie de devenir un petit peu plus... d'avoir une entreprise plus importante, etc. Mais il ne s'agit pas pour moi de lutte des classes entre les personnages. Et puis sans rien essayer de spoiler au maximum, le baiser entre les deux personnages, et puis ce qui se passe après... Bon, ça aboutit pas à une histoire, quelque chose de consistant, mais en revanche, on a l'impression que la fonction, le sens de cette scène, c'est pas ça, c'est ce personnage, ils ont pas les mêmes, les deux ne veulent pas la même chose, et l'homme
on a l'impression qu'il rejoue quelque chose. Quand d'un coup il veut quitter sa femme, il rejoue quelque chose qu'il a reproché à quelqu'un d'autre et qui est son père. Oui. Et donc du coup j'ai l'impression que le sens il est plus à un niveau, il est moins à un niveau social, politique, quelque chose qui joue plus à un niveau de l'inconscient, du désir et de si c'est si irrésistible, c'est peut-être parce que c'est pas contingent, c'est parce qu'au contraire, il y a une sorte de nécessité. Oui, c'est une histoire d'amour à laquelle il ne s'attendait pas, et quelque chose qui se passe, qui est, je crois que dans le scénario, on avait mis transfiguré, en fait. On avait écrit pour que les gens lisant le scénario imaginent un peu la scène, quoi. Donc il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, du coup de foudre, de manière... Enfin, ça se passe en dehors de la raison, hein, c'est une histoire de corps. Voilà, c'est une attirance, je ne sais plus comment dire, on peut utiliser tout le terme qu'on veut, magnétique. Voilà, mais c'est pas du tout intellectuel, c'est pas du tout de l'ordre de la lutte des classes, c'est pas du tout de l'ordre. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort, qui d'ailleurs est tellement de l'ordre des corps. Alors, bon, pour l'un, ça veut dire qu'effectivement, il va quitter sa femme, etc. Voilà. L'autre dit non, l'autre dit clairement, je veux rester avec toi, mais je ne quitterai pas mon mari. Il dit, j'adore ta queue. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment de l'ordre. Un truc physique qui est fort. Bon, ça, si vous voulez, on est obligé de parler, ça ressemble à Marie-Jo et ses deux amours. Voilà, bon, j'ai travaillé ça déjà, quoi, c'était pas un peu de cette manière-là. C'est vrai que bon. Non, et puis ça fait exister un contraste par rapport à ce personnage-là qui est tout le début du film, qui est un peu, qui est assez antipathique, et surtout qui calcule tout. C'est-à-dire qu'il va voir son père, il essaie de se dire, ah mais tu pourrais des endroits plus petits, tu n'utilises pas les tâches, est-ce qu'on pourrait pas gratter là? Donc on voit que c'est un être calculateur, de maîtrise, etc. Et en fait, quand il se retrouve, encore une fois sans spoiler, c'est difficile de voir, mais en gros, quand il doit mettre des mots sur ce coup de foudre, pour utiliser un terme un peu lambda, il dit c'est irrésistible. C'est ce qu'il dit à sa femme. Je ne peux pas résister à ça. Et d'un seul coup, on voit un peu, je trouve, imploser ou exploser cette espèce de carapace, du calcul, de l'intérêt personnel, du truc un peu mesquin. En fait, c'est sa mesquinerie qui s'envole dans bien sûr. Le désir, en fait, le fait éclater, le transforme. Le transforme plutôt en bien, en l'occurrence. Donc, le fait personnage plus... et qui est plus compréhensible. La réconciliation avec le père me plaît beaucoup. Même le sourire de Daroussin à ce moment-là. Puisqu'il croit que son père ne sait pas ce qui est arrivé. Et son père le sait. Donc il dit oui, tu me raconteras. Très bien, tu me raconteras. Enfin, il le fait mieux que ce que je le fais là. Mais heureusement, mais bon, voilà. Donc c'est sûr que pour moi, c'est pas une histoire du... Et puis, j'avoue que dans la construction aussi du scénario, c'est une chose qui m'a... Quand on a eu cette idée, peu importe, je dis on a eu d'ailleurs, Serge et moi, on a eu cette idée, je pense, ensemble, on l'a travaillé en tout cas ensemble, je sais pas qui est... Ça nous a immédiatement plu en termes de scénario, c'est-à-dire en termes de renversement, de choses tout à fait inattendues, surprenantes. Enfin, on ne peut pas penser une seconde avant d'arriver à cette scène-là qu'il va se passer ça. C'est pas possible, quoi. Là. Donc faire quelque chose dans un scénario qui soit impossible à déceler au début du film, me semble... Et c'est jubilatoire, voilà, ça m'amuse aussi. Et je pense que ça amuse le public aussi. Donc ça, et ça fait que c'est quelque chose de... Et le film donc prend un autre cours, vraiment là, au sens strict du terme, et tout va se... Finalement, à partir de cette histoire, bon, il y aura quand même une victime, bon, évidemment, il y a l'épouse du personnage qui alors reste un peu sur le carreau, bien sûr, qui dit « je comprends pas », et je comprends qu'on ne comprenne pas d'ailleurs, ceci dit, mais sinon, pour les autres, ça s'arrange un petit peu quand même, de manière un peu générale, donc ça va. C'est quand même cette histoire-là qui, au fond, va résoudre l'affaire. Hein. Ça va être la clé de résolution, y compris de l'affaire de la voleuse, et de la manière dont une procédure est lancée contre elle et tout ça. Donc c'est vrai qu'en termes de scénario, si je trouvais ça très très formidable. Disons-le, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je trouve ça vraiment super. Je trouve que c'est une très bonne idée. Le type fou furieux. C'est un très bon scénario. Le film est pas mal, mais le scénario vraiment est très bon. Mais oui,
Et ça fait aussi que justement cette scène-là, je trouve qu'elle est hyper... Est-ce qu'on sait, même pendant que la scène se passe, on comprend pas. Absolument. Et oui, mais là se loge aussi une ambiguïté qui est un peu gênante. Bon, après, on est en train de trop dire sur cette scène, mais est-ce qu'elle cède parce qu'en fait, il y a ce rapport. C'est super. Eux-mêmes en jouent, la scène d'après, ils en jouent de ça. Ils en parlent, ils se moquent d'eux. Ou bon, ils disent, bon, je sais pas. Voilà. C'est-à-dire, pour moi d'ailleurs, là, ça devient un jeu érotique, mais c'est vrai que on a mis des semaines à monter la scène. La tournée vite, on a beaucoup de matière, c'est-à-dire beaucoup de plans, beaucoup de regards différents, etc. Un regard qui veut dire ça ou ça, mais un regard, c'est pas explicite dans ce que ça dit. Donc après, ça suppose, c'est la dentelle, ce montage-là. On a d'ailleurs beaucoup travaillé aussi avec la musique, puisque là, vraiment, on est dans du cinéma muet, en l'occurrence. Et c'est vrai que dans la scène elle-même, mais voilà. Moi, je trouve ça, je vous dis un truc, au fond, que j'ai jamais dit. Non, j'ai déjà dit. Mais je trouve, pour moi, c'est un idéal de cinéma, cette scène. Vraiment. Parce que je pense que ça met le spectateur dans un état qui est sur un fil entre l'adhésion et la réflexion, quoi. Entre l'intelligence et l'émotion, entre ce qui va se passer ou pas, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc il y a l'effet d'étrangeté dont parle Brecht, et que traduit d'ailleurs de manière horrible par l'effet de distanciation. C'est pas de la distanciation, c'est de l'étrangeté. Verfremdung, ça veut dire donc étrange, fremd. Et du coup, cette scène-là, pour moi, c'est une scène qu'il faudrait... Si je voulais parler de ce que je voudrais faire au cinéma, je citais Tchekhov l'autre jour à travers ce dialogue-là, tout à l'heure, pardon, et je cite Brecht, là. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'ai envie d'être comme ça quand je vais au cinéma sans arrêt. Donc, à la fois ému et surpris. Concerné et intelligent. Et dérangé. Et dérangé, mais bien sûr, dérangé, bien sûr. D'accord. Dérangé par l'étrangeté de cette chose-là. Dérangé, même, j'ai souvent parlé, dérangé, oui. L'étrangeté, qu'est-ce que vous entendez par l'étrangeté dans cette scène? Rendre le monde étrange, ce qui se passe à l'écran, enfin, à travers ce qui se passe à l'écran. Il y a une lecture qui a été faite de cette scène-là par un journal dont on parlait tout à l'heure. Un journal pourri. Oui. Non, qui n'est pas pourri. Voilà, non, mais... C'est un très bon journal, par ailleurs. L'homme est en mesure de contraindre aussi la situation entre les deux personnages, fait qu'elle a intérêt aussi à embrasser cet homme, à se laisser embrasser par cet homme. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça l'étrangeté. On est d'accord, c'est ça l'étrangeté. D'accord, ok. Et après, il y a tout le travail sur son regard, sur la manière dont elle s'abandonne, qui est quand même, où déjà, justement, il y a une étrangeté parce qu'on se dit, mais ça a l'air de lui plaire. Donc c'est bizarre, quoi, est-ce qu'elle ne va pas tomber amoureuse? Et la scène d'après, elle tombe amoureuse. Et après, tout le déroulé de l'action et des rapports entre ces deux personnages démontre que ce n'était pas pour ça. Et en tout cas, lui, il y a quand même une chose dingue, c'est-à-dire que les gens prétendent, on dit, il lui met la main sur l'épaule. Mais en fait, dans quel monde vivons-nous? Il lui met avec délicatesse la main sur l'épaule. Il lui met pas la main au cul. Voilà, pour parler, non, il ne saute pas dessus. Enfin, je veux dire, c'est quand même la scène qui a travaillé au millimètre sur ces choses-là. Alors qu'elle pleure. Vous imaginez, je savais, voilà. Ça, donc il lui met délicatement la main sur l'épaule, comme s'il voulait aussi, il est attendri, enfin, par ça, quoi. Bon, par cette fille qui pleure, toutes les larmes de son corps. Je veux dire, c'est pas... Enfin, donc je trouve ça, c'est une interprétation, là, du coup, abusive, conditionnée par l'époque, abusive, et pour tout dire, pour tout dire, qui m'insulte, en fait, voilà. Je passais jusqu'à Nouvel Ordre pour un des cinéastes les plus attentifs à la condition des femmes depuis 23 films. Je ne crois pas que le 24e film, je sois passé dans un autre camp. Il faut être cinglé pour dire ça. Cinglé, vengeur, je ne sais pas d'ailleurs ce que j'ai fait à ce type-là. Je lui ai rien fait, d'ailleurs je ne le connais pas. J'ai une question, mais c'est autre chose. C'est à un moment donné, Maria, le personnage principal, dit quelque chose. Et mot quand même, je voulais dire, pardon. Juste vous dire ça. Spontanément, j'ai dit pourri, mais c'est l'article que je trouve pourri. C'est pas du tout le journal que je lis depuis qu'il existe. Et je regrette au contraire qu'il y ait de telles injures dans un journal que je trouve par ailleurs un très bon journal que je continue à lire tous les jours, que je vais continuer à lire d'ailleurs. Voilà. Pardon. Et il y a le personnage principal, à un moment donné, il fait une sorte de théorie des enchaînements de souvenirs. Ou des enchaînements d'images mentales. Elle dit, je sais plus exactement ce que c'est, elle pense à ça, puis sa mère qui plante des patates, puis
ça m'échappe là. Mais cet enchaînement, et puis elle dit, si on se laissait aller à ces enchaînements-là, c'est là qu'on devient... Enfin, c'est ça qui s'appellerait la folie. Et j'ai pas compris... Enfin, ou plutôt, je sens qu'il y a quelque chose qui se joue là, dans cette interaction avec Daroussin, où il lui dit « Ah, vous avez trouvé ça toute seule, sans lire des livres, ça prouve une immense intelligence, une très grande intelligence, etc. » Mais j'ai pas l'impression que la scène, elle est là pour dire « Ah, vous êtes intelligente comme moi, etc. Moi, je suis professeur, etc. » Mais c'est quoi cet enchaînement de souvenirs Non, mais ça, là, c'est vrai que ça permet de lancer ça annonce un petit peu la déclaration amoureuse, quasiment, voilà. Donc pour ça, il fallait on est parti sur cette idée de... En fait, elle décrit l'inconscient quasiment en disant ça. Bon, oui, c'est ça. Alors, effectivement, l'autre qui a lu des livres sur l'inconscient lui dit bon, c'est formidable de parler d'inconscient alors que vous ne savez pas qui est Freud. Mais ça permet il est vraiment estomaqué par son intuition. C'est très rancien, ça d'ailleurs, par son intelligence. Par le maître ignorant. Voilà, devient formidable en disant ça. C'est vrai, c'est très beau. Elle dit ça, c'est très juste, très beau, etc. Donc il dit, voilà, il en vient à lâcher je vous aurais aimé, quoi, peut-être. Voilà. Donc c'est vrai que ça a mené le... Hein. Comme quand je dis, il y a juste un truc d'ailleurs, pour revenir sur la scène entre deux, là, du plaisir, il y a juste quand même, on fait quand même en sorte toujours... Il faut être surpris, mais il faut être, bon, j'allais dire, alors, disons-le comme ça, il faut être dérangé ou intrigué, mais pas trop. C'est difficile, il faut ne pas sortir du film. Donc il faut qu'il y ait eu une petite annonce de ça, quand même. Une petite... et quand même, la fois où il la voit... La première fois. Quand elle ouvre la porte... Ah oui. On sent qu'il se passe quelque chose. Elle le regarde. Elle est radieuse. Ah oui, elle le regarde d'ailleurs très chaleureusement. Elle ouvre la porte. Moi, je veux bien que tout le monde ouvre la porte comme ça. Elle est très, très accueillante. Donc, elle a un choc aussi, elle le trouve bon, probablement. Il est surpris de ce regard. De cette jeune femme qui rit d'abord au début, après évidemment, il se querelle parce qu'elle ne comprend rien à ce qu'il dit, mais quand même, au début, il y a déjà là un truc qui se passe. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle quand même annoncer tout petit peu, annoncer sans dénoncer ce qui va se passer. Mais l'annoncer quand même. C'est vrai. Pour revenir aussi au début, enfin, le fait que finalement la clé de résolution de l'histoire, ce soit quelque chose donc de pas du tout intellectuel et de pas du tout politique. Est-ce que vous y croyez? Alors oui, bien sûr. Est-ce que vous faites une opposition entre ça et une résolution d'un film qui serait politique et une résolution qui serait politique? Et est-ce que aussi c'est précisément parce que vous... Est-ce qu'il y a un antagonisme entre les deux? Et est-ce que c'est aussi le fait de ne plus croire peut-être à une résolution par ce qui serait vraiment la lutte des classes qui... Non. Vraiment, pour moi, c'est une résolution politique et c'est la seule à laquelle je puisse penser aujourd'hui. C'est-à-dire une résolution, donc... C'est-à-dire, là, on revient à l'idée du moment communiste, en fait. Entre deux, à ce moment-là, pour moi, c'est un moment communiste. C'est dire à quelqu'un, bon, on va continuer à vivre ensemble, moi, j'aime votre loupané, et vous aimez votre petit-fils, moi, je peux vous payer de sonner le piano. Donc, effectivement, il y a ce mot mécène, bon. Et il le dit avec ironie. Il dit, maintenant que vous avez trouvé un mécène, il se moque de lui aussi, c'est pas un mécène, c'est un professeur à la retraite. Bon. Mais effectivement, il va être une sorte de financement privé de la carrière du petit-fils de... Voilà. Ce qui est... Mais comme je dis, quand je dis moment communiste, ça veut dire qu'il ne durera pas forcément, ces moments-là. Donc c'est pas aussi, par rapport à ce qu'on pensait il y a 30 ou 40 ans, bon, on se dit qu'il faut en construire sans arrêt de nouveaux, quoi. Mais ils sont faits pour s'effondrer, quoi, les moments communistes, en fait. Aussi. Ils ne peuvent pas durer, mais il faut en refabriquer. C'est pas grave s'ils ne durent pas, moi, je trouve. Aujourd'hui, je considère que ce n'est pas grave. Mais il faut s'échiner à en fabriquer sans arrêt. Donc c'est presque une morale, en fait. C'est-à-dire, ça peut, du coup, guider notre action. C'est-à-dire, dans tous les gestes qu'on fait, on peut se dire, tiens, est-ce que je... Bon, avec humour, bien sûr, est-ce que je crée un moment communiste en faisant ça? C'est une forme de christianisme, alors? Peut-être. Peut-être. Mais c'est ça, l'amour du prochain. Mais bien sûr. Quelles que soient les différenciations sociales. Mais aimons notre employeur qui nous offre le piano du
Mais le communisme est né sur un humus judéo-chrétien, bien entendu. Bon. Donc c'est vrai que moi, d'ailleurs, je n'ai rien de... Comment dire, je ne vois pas ça négatif, je veux dire, de dire que ça a à voir avec le christianisme. Non, c'est pas négatif, mais c'est pas forcément... Oui, pardon. Enfin, pour moi, tout s'interprète en grille, avec une grille, effectivement, de lutte des classes, ou pas de lutte des classes, mais j'allais dire je dis plus lutte des classes, je dis entre les riches et les pauvres, je ne sais plus comment dire, parce que bon, les classes ne sont pas distinctes comme elles l'étaient au 19e siècle. Bon, il faut aussi un peu peut-être... donc les frontières sont beaucoup plus floues. En plus, il y a la place dans les processus de production, mais il y a aussi la conscience que les gens ont d'appartenir ou pas à une classe, et ça a vraiment du plomb dans l'aile, ça a vraiment disparu. Donc on peut dire les couches, les catégories, les classes, enfin, bon. C'est pour ça que je dis entre les riches et les pauvres, voilà, pour aller vite. Et ça aussi, c'est plutôt des... des puristes pourraient me dire, ben, en fait, c'est un discours chrétien, c'est plus un discours communiste. Et je réponds, non, c'est un discours communiste, c'est un discours chrétien également. Et voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Voilà. Mais parce que le film est traversé aussi par des... il y a la fin du film qui est effectivement une sorte d'optimisme moral, au sens du terme. Hein. Moi, je pense à la scène, par exemple, où Maria déguste ses huîtres toute seule en regardant un concert sur son portable. C'est triste aussi. Puisqu'elle s'est payée des huîtres en piquant, parce qu'elle n'a pas les moyens, elle a dû piquer pour ça, un pivoleuse, et elle va pas au concert, elle regarde sur des transmissions. Donc, est-ce que votre film n'est pas traversé aussi par... Enfin, vous le disiez tout à l'heure vous-même. C'est plus s'offrir par un beauté, quoi. Voilà. C'est pas toujours, c'est pas le... Bah oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Évidemment, donc on peut interpréter ça, même c'est vrai que c'est... Enfin, ça, c'est toujours, on peut discuter de tout, bien entendu, mais c'est vrai que bon... Regarder Rubinstein sur son portable, c'est à la fois... Oui, il vaudrait mieux aller au concert, mais enfin, Rubinstein est mort d'abord, et puis et c'est vrai que la qualité des portables aujourd'hui, c'est aussi ça. Moi, je suis fourré sur ma tablette, je ne peux pas vivre sans ma tablette aujourd'hui. Et en particulier pour ça, parce que sur ma tablette, je vois un concert, j'achète un livre immédiatement, je vais chercher une note, je vais chercher un vieil article de journal, donc c'est pour moi un outil de travail. Mais vous allez au concert aussi. Magnifique, mais je vais aussi au concert. Moi, je suis situation évidemment idéale. Moi j'avais peut-être une dernière question, parce qu'on est déjà à 1 heure et on vous avait vendu 45 minutes, mais donc c'est une question un peu vague, mais il y a pas longtemps on discutait avec Nicolas Claus qui est aussi cinéaste, et lui là sa grosse question c'est que peut le cinéma au XXIe siècle, et en fait moi en voyant le film, donc là il y a vraiment ce côté très coloré, très doux, très bienveillant, enfin il y a un côté un peu feel good movie dans le fond, et en fait, en le voyant je me disais un film comme ça, peut-être que, je dis n'importe quoi, au milieu des années 80, quand c'est Mitterrand, quelque chose comme de la gauche, de machin, peut-être que ça serait apparu un peu doucereux, etc. Et là, ça me fait l'espèce d'impression inverse. C'est que, je sais pas, quand on s'imagine un peu l'état du monde en ce moment, on imagine plutôt quelque chose de gris, de dur, de mauvais, de bête, de stupide, de violent. L'inverse de la générosité qui est absolument, enfin, l'espèce de mesquinerie qui se diffuse massivement, et donc d'un seul coup le film ça apparaît comme une espèce de petite bouffée d'air frais ou de petits bonbons, je sais pas comment dire, et donc ma question très vague, presque niveau France Inter, c'est dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que l'époque, parce qu'à un moment donné il est dit à propos de Maria, c'est le mal du présent, mais c'est pas elle qui est mauvaise, c'est le mal de l'époque. Dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que le mal de l'époque influe sur vos films, sur votre manière de filmer, de scénariser, sur le film, quoi. Justement, je dirais que je crois qu'il faut faire des films en réaction. J'allais dire, au plus le monde va mal, au plus j'ai envie de faire des comédies. Je suis pas là. Parce que, d'une manière, effectivement, dans la manière dont on peut influencer, en fait, les spectateurs, dont le cinéma peut avoir une influence, même si elle est infime, même fait sur le monde, c'est effectivement proposer autre chose. Ce n'est pas en constatant ce qui est déjà. On le sait, je sais très bien pourquoi le monde va mal, en fait. Enfin, sinon, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais je sais, en tout cas, ce qui va mal dans le monde. Ça, le constat existe. Donc, je ne peux pas... Si je fais du cinéma pour à nouveau constater cela,
Moi, je ne vais pas voir le film, ça m'intéresse pas. Donc il faut rendre cette chose-là étrange, ou m'expliquer un peu pourquoi, ou aller un peu plus loin, donner plus d'ampleur. C'est effectivement ce que je dis dans le dossier de presse en parlant de Walter Benjamin. Je veux dire, c'est la puissance, c'est la force de la narration par rapport à l'information. L'information, je l'ai. Le cinéma ne doit pas être une information. Il doit être une narration qui nous fasse effectivement participer au questionnement et à la compréhension de notre époque, voilà, pour le dire comme ça. Et là, il peut avoir une influence, en fait.